1480, les courtisans confucéens saccagèrent les archives impériales. Ils cherchaient à détruire tout vestige de l'une des plus extraordinaires réussites de la dynastie des Ming. Les journaux de bord de la flotte des étoiles, la plus grande armada de vaisseaux en bois jamais rassemblés, furent réduits en cendres. De ces cendres allait naître un mystère qui allait tenir le monde en haleine. Jusqu'où la flotte de la Chine impériale avait-elle repoussé les limites du monde connu? Était-il possible qu'elle ait pu atteindre l'Amérique avant Christophe Colomb? Un homme exceptionnel est au cœur de ce grand mystère. Il s'appelle Zheng He. Il fait toujours l'objet d'une véritable vénération dans certaines régions d'Orient. Ce fut un héros en Chine autrefois. C'était le plus puissant des eunuques de la cour. Sa loyauté lors des combats lui valut de considérables récompenses. L'empereur le nomma amiral de la flotte des Ming. Au cours de 30 années tumultueuses, sa flotte de 300 navires et de quelques 28 000 hommes entreprit 7 voyages épiques. Jusqu'à récemment, cette épopée n'avait pas retenu l'attention, et peu de gens en avaient entendu parler en dehors du pays. Mais en Chine, certains conteurs traditionnels n'ont pas laissé sombrer dans l'oubli les exploits héroïques du grand Zheng He. L'empereur a dit « Qui est volontaire pour prendre la tête de cette entreprise et se rendre en Occident comme maréchal de mes troupes ?» Zheng He, il est reconnu pour sa bravoure. Il a du génie. Il est trop vieux, quel dommage. Moi je dis, plus le gingembre est vieux, plus il est épicé. Un homme allait propager la réputation de Zheng He jusqu'en Occident. En 2002, un commandant de sous-marin à la retraite, du nom de Gavin Menzies, donna une conférence qui fit sensation à la Société royale de géographie à Londres. Quelqu'un s'est rendu dans les îles Caraïbes en 1424, 70 ans avant Christophe Colomb. L'annonce de Menzies fit l'effet d'une bombe. Menzies prétendait qu'en 1421, près d'un siècle avant Magellan, la flotte de Zheng He avait fait le tour du monde. Il développa sa théorie dans un livre devenu un best-seller. Si Menzies avait raison, Zheng He aurait atteint le Nouveau Monde avant tous les explorateurs européens. Pendant des années, la tombe de Zheng He à Nanking est restée pratiquement ignorée. Seule sa famille s'en occupait. Pendant 600 ans, la famille s'est rendue ici en toute discrétion. Très peu de gens savaient que la tombe se trouvait ici. L'envergure des 7 voyages de Zheng He fait maintenant l'objet d'un intérêt et d'une polémique considérable. Évidemment, il devait mourir au cours du 7e voyage. Sa tombe ne contient rien d'autre que ses vêtements et ses chaussures. Beaucoup d'informations ont été perdues ou détruites, mais l'histoire de Zheng He peut être reconstituée à partir des inscriptions faites sur les stèles qu'il a érigées. L'empereur dépêchait des envoyés dans les pays étrangers pour lutter contre leurs manières barbares et les initier à notre civilisation.
Il subsiste d'autres sources d'informations dans les archives provinciales et les décrets impériaux, dans un récit officiel, quelques cartes qui ont résisté, ainsi que les mémoires d'un interprète qui accompagna la flotte durant ses voyages. Ce documentaire se propose de retracer la véritable histoire des voyages de Zheng He. Ceux qui ont accompagné Zheng He et sa flotte furent considérés comme des héros, et nous les vénérons. Zheng He partit sur les mers, à l'époque où Henri V était roi d'Angleterre, et où la plupart des gens pensaient que la terre était plate. Nous avons traversé d'immenses étendues d'eau, vu des vagues hautes comme des montagnes, et posé les yeux sur de très lointaines contrées barbares. En s'appuyant sur des éléments anciens et récents, cette émission de 2 heures va suivre les traces de la puissante flotte des étoiles. Nos voiles se déployaient, tels des nuages poursuivant leur course. La première émission suivra les traces de la flotte au fil des temples anciens et des routes commerciales menant dans les ports de l'Asie, de l'Arabie et de l'Afrique des temps modernes. La seconde émission étudiera la théorie de Menzies pour voir si la flotte a bien traversé l'Atlantique jusqu'en Amérique et comment elle l'a fait. C'est presque par hasard que Gavin Menzies est tombé sur l'histoire de l'homme dont il pense qu'il fut le Christophe Colomb chinois. Lorsque j'ai écrit ce livre, je me suis basé sur le fait que les premiers explorateurs européens avaient tous des cartes leur montrant où ils allaient. Colomb avait une carte des Caraïbes. Magellan avait une carte du monde. Donc quelqu'un avait découvert le monde avant les Européens. Les cartes dont disposaient ces premiers explorateurs ont toutes disparu. Mais des cartes indiquant la présence d'îles de l'autre côté de l'Atlantique ont survécu. C'est ce qui a convaincu Menzies que quelqu'un avait dû établir des cartes du Nouveau Monde, bien avant Colomb. Il a d'abord pensé que ça devait être les Portugais. Je suis donc allé voir l'ambassadeur du Portugal à Londres et il m'a dit « Nous allons vous présenter au conservateur de la Torre des Tombeaux à Lisbonne. » La Torre des Tombeaux est l'une des grandes bibliothèques nationales du Portugal. J'ai donc commencé à consulter les archives. Si Menzies réussissait à prouver que les explorateurs portugais avaient traversé l'Atlantique et cartographié les îles Caraïbes avant Colomb, ce serait un scoop d'importance mondiale. Mais ce qu'il trouva le poussa à penser que dès 1428, il existait une carte du monde qui était donc antérieure au premier voyage d'exploration portugais. Il avait comme source les écrits d'un historien portugais qui écrivit près de 100 ans plus tard et qui affirmait que cette carte indiquait le cap de Bonne-Espérance ainsi que le détroit de Magellan. En admettant qu'une telle carte ait jamais existé, elle avait disparu. Mais Menzies était convaincu. Non seulement les Portugais n'avaient pas découvert ces îles dans les Caraïbes 70 ans avant Christophe Colomb, mais ils en ignoraient même l'existence. Il me fallait revoir tout mon livre. Des années de recherche en vain. Gavin Menzies noya sa désolation dans les bars de Lisbonne, mais une question le tourmentait néanmoins. Si les Portugais n'avaient pas été les premiers à établir la carte de ces lointaines régions de l'Atlantique, qui l'avait fait? En France et en Angleterre, c'était la fin de la guerre de 100 ans. Et ces deux pays étaient ruinés. Venise était en plein chambardement politique. Il n'était donc pas dans le coup. Ce ne pouvait donc être que la Chine. En 1402, la Chine avait des siècles d'avance sur l'Occident, en termes de connaissances et de technologie. C'était l'époque de la dynastie des Ming, qui régna de 1368 à 1644. Le troisième empereur des Ming venait juste de s'emparer du trône et souhaitait ardemment asseoir son autorité sur l'immense pays et l'imposante bureaucratie d'État sur lesquels il régnait désormais. Ce tableau représente bien la prospérité de la capitale de l'Empire Ming. Zhou Di se considérait comme un grand empereur. Il voulait surpasser tous ses ancêtres
édifier le plus grand des empires. Pour accroître le prestige de son empire, l'empereur chercha à développer ses relations diplomatiques et commerciales avec le monde extérieur. Il voulait également améliorer ses relations avec les pays voisins. La mission de Zheng He avait un caractère politique. Son but était d'étendre et d'accroître le pouvoir de la dynastie des Ming. L'empereur encouragea le système des tribus. De fait, les ambassadeurs affluaient à la cour de Chine pour rendre leurs hommages, prouvant ainsi l'influence de l'empereur chinois. Vous nous versez votre tribut et nous vous accordons des privilèges. En vous accordant en retour des privilèges de plus grande valeur, nous vous montrons que nous sommes un pays plus puissant et établissons notre supériorité morale. Typiquement chinois comme manière de penser. Ses courtisans confucéens, à l'esprit conservateur, lui déconseillèrent de mener une politique étrangère ambitieuse et expansionniste. Ils maintenaient que la Chine devait se suffire à elle-même en tant que puissance terrestre et devait tourner le dos aux barbares venus de par-delà les mers. Mais Zhu Di pensait qu'il conforterait son pouvoir dans son empire en cherchant richesses et renommée dans le vaste monde. Donc, en 1403, il donna ordre de construire une grande flotte. Au cours des 30 années à venir, elle voguerait de par l'océan Indien et contribuerait à étendre le réseau de l'Empire à tout le monde connu. On établit des chantiers navals prêts à accueillir la construction de la flotte. Il y a 20 ans, c'était la mer ici. Ces maisons ont été construites depuis. Vous pouvez imaginer que ces bâtiments sont les vaisseaux de Zheng He. La première tâche de Zheng He fut de construire plus de bateaux. Étonnamment, 600 ans plus tard, on peut encore voir ces grandes cales sèches au cœur de l'ancienne capitale, Nanking. Les gens d'ici m'ont dit que jusqu'en 1949, ces docks étaient encore reliés à la mer. C'étaient d'énormes docks, près de 2 km de long et 500 mètres de large. Il y avait 7 cales sèches. Voici la numéro 6. D'après les archives, l'empereur recruta 10 000 travailleurs ici pour construire un monument. Près de 20 000 personnes travaillèrent ici. Cela a dû être un spectacle extraordinaire. La flotte en construction se composait de plusieurs centaines de bateaux, y compris des jonques gigantesques, les jonques précieuses. Vous voyez ces pieux en bois? Leur but n'était pas de consolider la berge, mais de servir de support au bateau pour que les ouvriers puissent travailler dessus. En 1957, on a trouvé ici un gouvernail géant de 11 mètres de long. Je l'ai vu de mes propres yeux. Des archéologues ont estimé que ce gouvernail était vieux de 600 ans et faisait 10 mètres de long. Il provenait d'une jonque géante. On peut lire dans les archives des Ming que ces bateaux faisaient 44 jang de long, ce qui donne le chiffre colossal de 120 mètres de long, 5 fois plus que le vaisseau amiral de la flotte de Christophe Colomb. Les jonques précieuses faisaient 50 mètres de large et plus de 100 mètres de long, d'après les archives. D'aussi grands bateaux ont-ils vraiment existé? Je le pense. Fujian a un long passé de chantier naval. On disposait de très bons matériaux, du bois de pin et autres conifères. Des 200 bateaux que Zheng He a dû faire construire, les plus grands ont tous dû l'être ici.
Ce groupe d'érudits et d'amateurs de bateaux a rassemblé les fonds nécessaires pour reconstituer une jonque de l'époque Ming. Mais ils en sont encore à décider de la taille qu'elle devait avoir. La plus grande jonque précieuse ne faisait pas plus de 60 mètres. Trop petit, beaucoup trop petit. J'ai des sources exactes. Ce dessin date de l'époque de Zheng He. Vous ne pouvez pas le contester. Les experts sont d'accord pour dire qu'un bateau qui aurait 3 épaisseurs de planche serait assez robuste. Et de même pour la quille. Nous l'avons vérifié et revérifié. Avec la technologie et les matériaux dont nous disposons aujourd'hui, c'est difficile de construire un aussi grand bateau. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est impossible. Nombreux sont ceux qui pensent que la construction de bateaux de 150 mètres de long était faisable grâce au principe des cloisons multiples. Dérivé de la façon dont le bambou se développe par section, ce procédé utilisé par les Chinois donnait des bateaux très résistants. En 1407, l'eunuque Zheng He fit construire de gigantesques bateaux pour aller jusque dans les océans à l'ouest. Le ministre de la guerre voulait que 100 des bateaux de la flotte soient construits dans la province de Fujian. L'année d'après, il en commanda 5 autres de très grande taille. L'État des Ming soutenant ce projet de tout son poids, l'envergure en était impressionnante. On fit venir des charpentiers, des forgerons et des fabricants de voiles de tout le pays. Les archéologues ont mis au jour les vestiges des nouvelles technologies qui furent utilisées. Comme ce fut le cas pour le Titanic, des cloisons délimitaient des compartiments étanches dans la cale des bateaux. La coque était recouverte d'une triple épaisseur de planche pour une plus grande résistance. Les grandes jonques précieuses étaient dirigées par cette grande invention des Chinois, le gouvernail de poupe, et il n'y avait pas moins de 9 mâts pour porter la voilure nécessaire à les faire avancer. Les bateaux de la flotte de Zheng He étaient de très loin supérieurs à ceux de Christophe Colomb, Fernand de Magellan et Vasco de Gama. L'empereur avait prévu une série d'expéditions pour gagner l'allégeance ainsi que les tribus des souverains de l'océan Indien. Il fit fabriquer des sceaux officiels qui devaient être présentés aux dirigeants locaux, les liant ainsi à son empire. Bien que certains conseillers confucéens fussent opposés à cette entreprise, ils pouvaient compter sur le soutien inconditionnel des eunuques de la cour. Zheng He, l'eunuque dans lequel il avait la plus grande confiance, commença à rassembler l'expédition sur ce vaste fleuve qu'est le Yangtze. Zheng He organisa la flotte de telle façon que les navires amiraux puissent communiquer avec les autres bateaux rassemblés tout du long du Yangtze. Zheng He se rendit en bateau avec un équipage famélique jusqu'à Taikang, l'endroit idéal pour recruter des marins. C'est un bon port. Les marins sont expérimentés. Ils ont grandi sur le fleuve. Une stèle donne les dates de départ des 7 expéditions. La stèle indique la destination des expéditions, ainsi que les dates d'arrivée et de départ. Elle indique clairement que Zheng He partit d'abord du port de Taikang. Zheng He recruta les principaux membres de son équipage dans les communautés de navigateurs arabes musulmans de la province de Fujian. Les Arabes y avaient été attirés par le commerce. Des siècles plus tard, des musulmans chinois y vivent toujours, pris dans leurs mosquées, et ont gardé la mémoire du jour où l'amiral musulman comme eux s'est arrêté dans leur ville. Il y avait une grosse tempête ce jour-là, quand Zheng He a débarqué dans notre ville. Nos ancêtres sont allés le rencontrer sous une tente dressée en lisière de la ville. Ils bavardèrent et jouèrent aux échecs, comme de vieux amis. Il séjourna 2 jours dans notre village, mais je n'ai pas plus de détails. Non, non, c'était pour recruter des marins et des professionnels pour sa flotte. Le voyage avait l'air trop dangereux, mais il nous a convaincus le temps d'une partie d'échecs.
Il voulait vraiment recruter des Arabes. Les Arabes avaient une grande expérience de la navigation. Ils avaient toujours joué un rôle important dans les relations entre Orient et Occident. Les tombes des deux hommes avec qui Zheng He joua aux échecs sont toujours là. À l'époque de sa visite, il y avait plus de 10 000 Arabes vivant et faisant du commerce dans les grands ports de Chine. À l'automne 1421, Zheng He était prêt à prendre la mer pour le 6e de ses 7 grands voyages. Tout ce dont il avait besoin, c'était des vents favorables. Sa flotte avait besoin d'un vent de nord. Il commença à souffler en novembre. Zheng He se rendit quand même sur la montagne, où les pêcheurs allaient prier pour des vents propices. Les marins de toute confession priaient ensemble la déesse de la mer pour qu'elle veille sur eux. Ces hommes avaient foi en la déesse et la cérémonie était des plus sérieuses. Ils lui demandèrent de les protéger. Ils avaient peur de se retrouver en péril. À la fin du mois de novembre 1421, les vents tournèrent enfin et l'amiral Zheng He ordonna à sa grande flotte de lever l'ancre. Il y avait 100 à 200 bateaux, y compris 7 grands bateaux pour les commandants, des bateaux pour les chevaux, les hommes, l'eau et les provisions. Il y avait environ 30 000 personnes. La majorité d'entre elles étaient des militaires. Un témoin de l'époque raconte qu'il fallait de 200 à 300 hommes juste pour s'occuper du gouvernail, des voiles et de l'ancre. La seule flotte de Zheng He ridiculisait par sa taille l'ensemble des flottes existantes en Europe à l'époque. Nous sommes en route pour les contrées barbares. La seule crainte qui habite la flotte tout entière, c'est de ne pas réussir. Si tous les hommes servent bien leur prince, alors nous réussirons. C'était un curieux mélange de superstition et de science, mais ils utilisaient une technologie encore utilisée de nos jours, celle du compas inventé par les Chinois. Nous en appelons au patriarche, créateur de l'impérial compas, et à ceux qui ont traversé les mers au cours des temps, ainsi qu'aux grands esprits protecteurs des 24 directions. Nous vous supplions tous de protéger nos navires. Bien que les journaux de bord et autres archives aient été détruits, il nous reste l'une des cartes de Zheng He. En ce qui concerne la nature même des cartes, elles étaient destinées aux marins. Les gens pensent qu'elles sont à l'envers. Il n'y a ni latitude ni longitude. Mais la carte indique en son centre le parcours effectif du bateau. Le nord et le sud tournent donc. La flotte quitta le port de Taikang en se dirigeant vers l'est, puis le sud-est pour atteindre la pleine mer. De nos jours encore, on pourrait utiliser cette carte pour naviguer jusqu'en Inde et en Afrique. La carte de Zheng He qui nous est parvenue ne constitue que l'un des indices qui nous permettent de retracer la route qu'il suivit alors.
Le voyage sur les mers était dangereux. Par moments, on se trouvait pris dans des brumes et des nuages, et on ne voyait plus rien. Terre et ciel ne formaient plus qu'une immensité vide. La flotte disposait de son propre historien à bord, Ma Wan, un traducteur qui devait faire le récit de ses expéditions. J'ai accompagné l'expédition partout où elle est allée, sur je ne sais combien de milliers de milles. J'ai traversé toutes ces diverses contrées, avec leur climat, leur saison, leur topographie et leurs peuples différents. Je suis incapable de fioritures littéraires. J'écris sur tout ceci d'une plume honnête, rien de plus. Les récits de Marwan nous racontent que la flotte suivit la côte du Vietnam, longea la Thaïlande et continua vers Malacca en Malaisie, juste au nord de l'actuel Singapour. Cap à 120 degrés par 135. Le bateau est à la hauteur de Malacca. Après 3 semaines passées en mer, la flotte de Zheng He arriva à Malacca. Malacca est la porte de l'océan Indien et l'endroit idéal pour établir une base de ravitaillement pour la flotte. Lorsque les navires précieux arrivèrent ici, on érigea aussitôt une palissade, à l'intérieur de laquelle on en fit une seconde, comme les murs d'une petite cité, où l'on construisit des entrepôts et des greniers pour les céréales. Les Chinois avaient besoin d'entrepôts. Ils étaient loin de chez eux. Ils voulaient aussi contrôler le détroit de Malacca. Si vous avez le contrôle du détroit, vous avez celui du commerce. Et c'était l'autre facette du projet de Zhu Di. Il lui fallait non seulement exercer une domination économique, mais aussi politique. Lorsque leur base fut menacée par une guérilla locale, ils soutinrent un chef rebelle du coin en faisant un roi fantoche. Le développement de Malacca est étroitement lié au soutien apporté par les Ming. C'est grâce à cela que Malacca devint l'un des plus grands ports de commerce du XVe siècle. Le sceau officiel de l'empereur entérina ce pacte. Le roi de Malacca avait également un sceau de ce genre, qui lui avait été offert par l'empereur de Chine. Les habitants de la région ont une version plus romantique de cette histoire. La légende parle d'un mariage de contes de fées qui unit les Chinois et les Malais par des liens d'amitié. La princesse chinoise et toutes ses demoiselles d'atour fut amenée dans notre pays en cadeau pour notre grand roi. Il fut si comblé par sa beauté qu'il lui offrit la grande colline de Malacca pour que ses compatriotes puissent s'y installer. De nos jours, cette colline sert toujours à la communauté chinoise qui y a son cimetière. Le cantonnement, ou enclave des Chinois, qui se développa autour de la base de ravitaillement de la flotte chinoise, existe toujours. Malacca est encore de nos jours une ville marquée par cette présence chinoise. Et une nouvelle statue de Zheng He attend de dominer la ville qu'il contribua à fonder. Ils rassemblèrent les provisions et les chargèrent sur les bateaux. Puis, ils attendirent que les vents soient favorables. Ils prirent la mer lors de la décade du milieu de la 5e lune. Pour la première fois, ils se retrouvent en pleine mer pour traverser l'océan Indien. À
Ceylan, le Sri Lanka de nos jours, ils laissèrent une stèle de pierre portant des inscriptions témoignant de leur passage. Elle ne fait pas état de leur premier affrontement armé. Car bien que l'objectif premier de Zheng He fût d'établir leur pouvoir de manière pacifique, il était prêt à recourir à la force si nécessaire. La flotte fut menacée par le roi de Ceylan. Zheng He était prêt à prendre l'île de force. Lorsque l'on constate la violence qui accompagna ces expéditions, il faut dépasser un peu les paroles pour comprendre que ce n'étaient pas du tout des expéditions amicales et qu'on recourait à des manœuvres d'intimidation très conséquentes. Quand on part avec 30 000 soldats, il ne s'agit plus d'expéditions pacifiques et amicales. Le roi fut pris et mis en cage comme un animal. Il tremblait de tous ses membres, implorant qu'on lui laisse la vie sauve. Nous avons là une puissance de premier plan, la dynastie des Ming au XVe siècle. Ces expéditions constituaient une tentative de dominer le monde du point de vue économique et politique. À la recherche d'un accès direct à l'océan Indien, les Jonques poursuivirent leur route, les cales pleines à craquer du produit des grandes manufactures chinoises, de la porcelaine et de la soie. Ma Wan, le chroniqueur attitré de la flotte, décrit comment elle poursuivit sa route vers l'Inde, la côte de Malabar et la ville de Calicut. Elle s'étend au bord de la mer, la contrée de Calicut. C'est le grand pays de l'océan occidental. La côte de Malabar était l'épicentre des échanges commerciaux dans l'océan Indien. Si un bateau précieux s'y rend, les achats et les ventes sont entièrement supervisés par 2 hommes. Ils sont rejoints par un courtier. Quand la flotte arrivait, les populations locales venaient à sa rencontre, dans leurs petites embarcations. C'étaient les intermédiaires, les gens qui faisaient office de courtiers pour l'achat des marchandises. Il y avait aussi des traducteurs. Ils discutent du prix de la soie. Quand on s'est mis d'accord sur un prix, ils rédigent un contrat. Ils se donnent alors tous la main et le courtier dit « Tel et tel jour, de telle et telle lune, nous nous sommes tous donné la main et avons scellé notre accord ainsi. Que le prix soit élevé ou pas, nous ne reviendrons pas dessus. » De nos jours, ça n'a pas beaucoup changé. Les Chinois échangeaient leur soie et leur porcelaine contre des épices, qui étaient ramenées à Cochin et amassées dans des entrepôts. Aujourd'hui, les bouliers côtoient les ordinateurs. Au fil des siècles, le commerce des épices a apporté une grande richesse à Calicut. On peut le constater de nos jours encore en voyant les parures qui ornent les éléphants lors des festivals dans les temples. Une partie de cet or est très probablement le fruit du commerce d'autrefois avec la Chine. Il y avait un proverbe ancien qui disait que c'est en Chine qu'on gagnait de l'argent et à Cochin qu'on le dépensait. On disait ça. Donc la plus grande partie des épices partait de Cochin et on leur donnait de l'or. Vous voyez les ornements sur la tête des éléphants. Les revenus des gens de Cochin provenaient du commerce des épices parce qu'il n'y avait pas d'or en Inde. Ma Wan, le chroniqueur chinois, fut frappé par tout ce que ces 2 grandes civilisations avaient en commun.
Nous avons là une pierre portant des inscriptions, déclarant à travers les âges que le voyage de ce pays jusqu'en Chine fait plus de 100 000 li. Et pourtant les gens sont très semblables, heureux et prospères avec des coutumes similaires. Le théâtre local dansé doit beaucoup à l'apport des Chinois. Un grand nombre de formes artistiques ont traversé les mers jusqu'en Inde, témoignant très clairement de l'influence chinoise. L'opéra chinois a influencé la danse et le théâtre d'ici. Certaines formes d'art dramatique sont la réplique exacte de certaines formes d'opéra chinois. L'histoire de la pièce de ce soir est celle du roi singe, un personnage mythique commun aux Indiens et aux Chinois. La flotte des étoiles avait déjà parcouru l'incroyable distance de 6000 milles. Elle était maintenant prête pour l'étape suivante. Alors que nous suivons ce voyage, on peut s'étonner de tout ce qui, dans le monde d'aujourd'hui, aurait paru familier aux marins de Zheng He. Il y a 600 ans, les navigateurs asiatiques étaient extrêmement expérimentés et savants. Zheng He ne s'aventurait pas dans l'inconnu le plus total. Ces marins firent la même chose que ce que les marchands font encore de nos jours. Ils engagèrent des pilotes de la région pour les mettre sur la route des fabuleuses contrées d'Arabie, depuis les côtes indiennes de Malabar. Les marchands locaux qui voyageaient à bord d'assez grands bateaux s'y connaissaient mieux. Leur aide était donc tout à fait essentielle. Il est certain que les gens qui s'aventuraient sur ces côtes pour la première fois se faisaient guider par eux. Ils auraient pris des pilotes, soit des Indiens, soit des Arabes pour faire la traversée, parce que le commerce était très développé. On se renseignait sur place, auprès des pilotes qui étaient disponibles, auprès des capitaines qui venaient d'arriver, ou qui attendaient de repartir en Arabie. Donc, vous posiez des questions pour savoir quel était le meilleur moment pour partir. Ils le savaient en arrivant, c'était facile de recueillir les infos nécessaires. La flotte des Ming leva l'ancre et quitta la côte indienne. Les Chinois avaient incontestablement besoin d'un peu d'aide. Leur façon de prévoir le temps et les vents était pour le moins pittoresque. Heureusement pour eux, il y avait de l'aide toute trouvée. À l'époque, comme de nos jours, les pilotes indiens savaient tout des vents qui accompagnaient la mousson saisonnière, ce qui est fondamental dans cette partie du monde. Pendant la période de la mousson, seuls les bateaux naviguant à la voile pouvaient quitter l'Arabie pour venir en Inde. Mais à chaque fois qu'on essayait de faire l'inverse, on perdait son temps en mer. La traversée de l'Inde vers l'Arabie aurait été prévue pour coïncider avec la seconde moitié de la mousson, quand les vents changent de direction. Les vents qui soufflaient dans une direction du sud-ouest vers le nord-est se mettaient à souffler dans la direction opposée, du nord-est vers le sud-ouest. C'est pourquoi les Indiens qui faisaient le commerce des épices prévoyaient toujours leur voyage de façon à ce qu'il coïncide avec les phases de la mousson. Les érudits chinois qui ont étudié les cartes qui nous restent de la flotte disent que les techniques de navigation de leurs ancêtres étaient remarquablement avancées.
Nous avons encore 3 cartes marines concernant la traversée de l'océan Indien par Zheng He. Nous suivions le soleil de jour et les étoiles la nuit. Nous nous servions de la hauteur des étoiles pour déterminer la position du bateau, sa latitude. Pour aller de Calicut à Ormuz, dans le golfe Persique, ils suivirent les étoiles, et notamment l'étoile polaire. Les navigateurs chinois se servaient aussi des connaissances des Arabes, les plus grands astronomes de l'époque. Si vous regardez les étoiles, nous savons comment ils déterminaient leur position en mer. Ils utilisaient un plateau carré, le kamal. Ils alignaient le bas sur l'horizon et le haut sur l'étoile polaire. À partir de là, ils calculaient leur latitude. Les Arabes étaient de grands navigateurs. C'était eux qui faisaient le lien dans tout l'océan Indien. Prenons 2 exemples. Le compas leur est parvenu de Chine, puis est arrivé en Europe. Le kamal est une invention des Arabes, mais nous l'avons adapté à nos besoins. Les Chinois et les Arabes utilisaient tous les mêmes techniques pour naviguer d'après les étoiles. Et après 4 siècles de commerce entre ces 2 grandes civilisations, il est devenu difficile de savoir qui a appris quoi à qui. Les Arabes avaient des manuels de navigation. Certains en fait étaient des poèmes. D'autres étaient juste des journaux de pilotes, grâce auxquels ils pouvaient dire aux navigateurs potentiels « Tel jour, vous pouvez quitter ce port si vous voulez vous rendre dans un autre ». Et ils disaient aussi comment aller d'un port à un autre. Ce recueil de pilotage arabe était écrit en vers pour aider les marins à mémoriser quelles étoiles les guideraient vers quel port. Il parle des directions dans le secteur où nous nous trouvons. Il parle avec précision des ports et de la position des étoiles. Vous pouviez donc suivre ce qui pour eux représentait la gueule du lion, qui faisait partie du scorpion. C'est un ensemble d'étoiles, et si vous suivez correctement les instructions, vous arrivez exactement là. Poussée par les vents de nord-est de la mousson, la flotte des étoiles pénétra dans le détroit d'Ormuz, au cœur même des routes commerciales d'Arabie. Cent ans plus tôt, l'antique route de la soie qui traversait les territoires d'Asie avait été coupée par les conquêtes mongoles. Les Chinois souhaitaient vivement renouer avec le monde arabe et rétablir des liens avec les itinéraires des caravanes qui sillonnaient le Moyen-Orient pour arriver dans les villes de commerce qui jalonnaient le golfe Persique. La flotte à l'ancre se transformait en un marché géant où l'on échangeait les soieries et la porcelaine contre les marchandises précieuses apportées là depuis les marchés d'Ormuz, Kalhat et Mascat. Sohar, par exemple, était décrit au XVe siècle comme le port de commerce le plus actif de tout l'Orient. C'était donc plus facile pour les Chinois d'y apporter leurs marchandises et d'y réceptionner celles venues de partout. Les marchandises que l'on trouvait à Sohar venaient d'Europe, mais aussi de différentes régions d'Afrique. Tom Vosmer est en train de faire des recherches dans un autre de ces ports, Kalhat, à Oman. C'est chinois, probablement du XVe siècle. Le rivage regorge de preuves du passage des Chinois dans le golfe Persique. Il y a 600 ans, ce port aurait grouillé de caravanes de chameaux et de marchands étrangers. Ils avaient probablement fait venir tout ça d'Ormuz, car les Chinois débarquaient une grande quantité de leurs marchandises à Ormuz. Et nous avons un lien bien établi avec Ormuz ici. Ils auraient jeté l'ancre là. Il y a en effet une baie. Nous avons trouvé beaucoup d'encre en pierre qui date de la même période, ce qui nous conforte dans l'idée que le port se trouvait ici.
Les Chinois découvrirent que c'était un bon endroit pour acheter des chevaux. La perte de la route de la soie avait coupé la Chine de l'Asie centrale, juste au moment où des menaces venues d'au-delà de la Grande Muraille nécessitaient que la Chine trouve très vite de nouvelles montures pour ses cavaliers. À l'époque, les chevaux se vendaient environ 100 pièces d'argent. Et notre historien a découvert qu'un esclave mâle n'en valait que 5. Donc, la valeur d'un cheval était colossale ici, et les gens tiraient beaucoup d'argent de ce commerce. Les Chinois étaient ouverts au savoir des scientifiques arabes, qui à l'époque étaient les plus savants du monde. Les Chinois avaient dû affronter des épidémies de peste peu de temps auparavant. Et les médicaments faisaient partie de leurs priorités. Zheng He avait recruté plus d'une centaine de médecins et de pharmaciens chinois pour trouver de nouveaux médicaments. L'Arabie reste une mine d'herbes médicinales et d'innombrables autres remèdes. هذا من جبل الأخضر من وادي مستل من بلد الطاهين المكان هذا وهذا يستخدم عن وجع البطن عن وجع القلب عن وجع كل شيء سوى فيه. Il a dit que ça vient du Djebel Ardar et c'est utilisé pour les maux d'estomac et pour le cœur. On peut le prendre avec ce sucre, vous mélangez avec de l'eau chaude et vous le buvez comme du thé. Et c'est bon pour l'estomac. La myrrhe, le cinabre, l'encens et le styrax étaient traités, séchés et mis dans des urnes pour le voyage de retour. Il y avait encore une chose de très grande valeur que les Chinois pouvaient apprendre des Arabes, car c'est eux qui détenaient les clés de l'Afrique. Les Chinois connaissaient l'existence du continent noir de longue date, et des siècles auparavant, les marchandises chinoises avaient atteint ces rivages à bord de voiliers arabes. L'objectif avoué de ce 6e voyage était de ramener les ambassadeurs de villes africaines qui s'étaient rendus en Chine précédemment. Mais la fascination pour l'Afrique allait beaucoup plus loin. Les navires arabes faisaient le commerce de l'or et des esclaves depuis des siècles. Mais à l'époque de l'arrivée de la flotte des Ming, on était mûr pour un autre genre d'échange. Loin d'être des sociétés primitives, certaines nations africaines ont connu une grande prospérité. Et la côte était jalonnée de villes édifiées en pierre. Une ville comme celle de Pati avait à peu près 9 portes à l'époque, des portes immenses et des bâtiments colossaux, des palais et d'immenses mosquées. Ces villes doivent maintenant manifester leur prestige, montrer la richesse qu'elles ont engrangée, le pouvoir qu'elles ont acquis. Elles doivent aussi montrer maintenant de manière symbolique qu'elles sont importantes. Pour les souverains africains, la porcelaine bleue et blanche des Ming, raffinée et exotique, devint le meilleur moyen d'affirmer leur statut. Dans ces niches circulaires, ils mettaient des bols en porcelaine qui auraient ressemblé à celui-ci. Et ces bols étaient uniquement faits pour décorer. Ce bol est un bol chinois du XVe siècle. Les gens dans cette région croyaient que les tessons de ces bols, une fois ramassés et mis dans des valises, permettaient de devenir riches et en bonne santé. On en prenait donc un grand nombre à ces fins.
Les fonds traîtres au large de la côte africaine firent de nombreuses victimes parmi les navires de commerce chinois. Il y a même un mot spécifique pour désigner ceux qui furent naufragés ici. Ce sont les Famao. Au large de la côte du Kenya se trouve une île où on peut encore trouver des descendants de ces naufragés chinois. Leur histoire s'est transmise de génération en génération grâce aux gardiens des légendes du village. Elle fait partie d'une des familles de Chinois. Elle n'habite pas loin et il peut nous y emmener. Il connaît la famille. La famille Farouk fait partie des 4 familles Famao de l'île. Bibi pense que son ancêtre naufragé venait de Chine. Il y a eu un naufrage et ils sont arrivés. C'était à Shanga, puis ils sont venus à Siou et ils se sont mariés avec des femmes d'ici. Et même maintenant encore, le prénom de sa mère, c'est Sofina. Ce qui veut dire qu'il y a eu un bateau, un dhow, qui a sauvé ces gens du naufrage pour les conduire ici. Et maintenant, ils sont les descendants de ces Chinois qui ont été naufragés. Ils le savent par leurs parents. Et c'est l'histoire de la ville. Tout le monde au village connaît l'histoire du naufrage. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser la flotte des Ming à braver les dangers d'un voyage de 16 000 km à travers l'océan jusqu'en Afrique? Ils vinrent pour rapporter en Chine des carapaces de tortues, dont ils avaient différents usages. Des cornes de rhinocéros noirs, qu'ils ramenaient pour en faire notamment des médicaments pour faire baisser la fièvre. Esmond Martin a consacré une grande partie de sa vie à lutter contre le commerce désormais illégal qui amena les Chinois au Kenya. Elles étaient plus grandes que la moyenne des défenses qu'ils trouvaient en Asie. Et c'est de l'ivoire tendre en outre. Il y a une différence. Les éléphants des forêts d'Asie donnent un ivoire dur, plus difficile à sculpter. Les Chinois ont toujours aimé l'ivoire tendre. Donc l'ivoire africain qu'ils pouvaient trouver en Afrique orientale était supérieur. Il y a 5 siècles, le commerce des défenses d'éléphants aurait fait paraître ridicule la taille des tas de défenses saisies aux braconniers dans le cadre de la lutte pour la préservation de la faune africaine. Mais les motivations des marchands chinois étaient variées. Tandis que certains remplissaient les cales de leurs bateaux d'ivoire et de cornes de rhinocéros, d'autres étaient à la recherche d'animaux nouveaux et étonnants pour la ménagerie de l'empereur. Ce qui poussa la flotte des Ming à se rendre en Afrique était peut-être la soif d'exotisme. Et l'Afrique avait beaucoup à offrir dans ce domaine. Un illustrateur contemporain a rassemblé une collection de dessins d'animaux fantastiques, le rhinocéros, l'autruche et le zèbre. Et ici, dans la savane, ils ont rencontré le plus magique d'entre eux, un animal si étrange, si inhabituel qu'il semblait correspondre tout à fait à la description de la légendaire licorne céleste, l'équivalent chinois de la licorne. On s'organisa pour en ramener une pour attirer la chance sur l'empereur lui-même. Je suis absolument sidéré qu'il l'ait effectivement fait. Et la faire monter à bord d'un bateau, je me demande comment ils ont fait, sans parler de la garder à bord tous ces longs mois avec les tempêtes. Ça a dû être quelque chose. Vous savez que la girafe a un curieux équilibre entre ses longues jambes maigres et son gros corps. Vous avez peut-être remarqué, quand les girafes galopent, elles se jettent vers l'avant pour ainsi dire.
et ça leur donne ce mouvement de bascule. Si ce mouvement cesse, elles passent cul par-dessus tête. Donc à bord d'un bateau, ce serait aussi assez problématique. L'histoire ne dit pas comment ils transportèrent leurs trésors vivants sur près de 10 000 milles. Mais 3 mois plus tard, tout le palais impérial était médusé à la vue de la girafe. Les fonctionnaires de la cour se tordaient le cou et se régalaient de cette vision. Ils tapaient du pied lorsqu'ils prenaient peur et ils sursautaient. Ils se disaient qu'on n'avait jamais vu chose pareille de par le monde, et certainement pas en Chine. La girafe était venue des confins de la Terre pour prendre place dans les comptes rendus méticuleux de la cité interdite. Ce que Zheng He fit avec la flotte des Ming fait partie des plus grands moments de l'histoire maritime. Mais pendant des siècles, cette histoire est restée confinée à la Chine, ignorée du reste du monde. La deuxième partie de l'émission se penchera sur cette théorie surprenante selon laquelle les navigateurs chinois allèrent au-delà des limites du monde connu, traversèrent l'Atlantique et découvrirent l'Amérique en devenant les premiers à faire le tour du monde.